Moi, madame, respect de votre foi, mais la France et je crois l'ensemble des pays, c'est justement le droit de croire ou de ne pas croire. Et je crois que ce qui est important, c'est que personne n'a été persécuté à cause de sa foi, mais personne non plus n'a été persécuté à cause de sa non-croyance. Je crois que ce qui est important et ce qui est le cas de la laïcité en France, c'est justement, on n'a pas à savoir, c'est un objet de neutralité, qui croit et qui ne croit pas. Le principal, c'est que nous sommes tous unis dans un pot commun qui sont les droits égaux de l'ensemble, les droits et les devoirs égaux de l'ensemble des citoyens. Donc moi, ce qui me paraît important par rapport à l'islamisation de la France, nous, on ne tombe pas dans un discours, je sais que beaucoup croient que les laïcs sont des bouffeurs de curés primaires. Nous, ça ne nous pose pas de problème de discuter avec des chrétiens, de discuter avec des juifs, de discuter avec des musulmans. On n'a aucun problème avec ça, à partir du moment où on respecte, on peut être laïque et croyant, on peut être laïque et athée, etc. Le problème qui nous est posé là, c'est que ce que je constate, moi, c'est quand même une grande complicité de l'ensemble de hiérarchie des églises avec l'islam. C'est-à-dire que vous avez par exemple en France un personnage comme Monseigneur Barbarin, évêque des Gaules, archevêque de Lyon, qui va autoriser sur une cathédrale qui est Allah Akbar, qui sont les premiers à crier à la stigmatisation de l'islam dès qu'on commence à alerter. Nous remarquons que le rabbin Bernel, c'est exactement le même discours. C'est-à-dire que dès qu'on veut affirmer un discours laïque et dès qu'on veut affirmer la dangerosité de l'islam, nous remarquons une solidarité des croyants autour de l'islam pour essayer de désamorcer ça. Nous constatons par contre qu'à la base, ce n'est pas tout à fait ça. Mais encore une fois, je crois que le débat n'est pas croyant, non-croyant, athée, tout ça. Je crois que le débat, c'est vraiment démocratie, démocratie contre fascisme, démocratie contre barbarie. Je crois que le problème est là et que les croyants comme les non-croyants sont condamnés à se battre ensemble s'ils ne veulent pas, quitte à s'engueuler s'il le faut, mais s'ils ne veulent pas demain vivre dans une société où ce sera la charia qui imposera la loi aux croyants comme aux non-croyants. Par rapport à la question de monsieur sur il n'y a personne, parce que c'est effectivement un argument qu'on entend souvent, il n'y a personne qui est issu de la diversité. D'abord, remarquons qu'en France, parce que moi j'en ai un peu, je ne dis pas ça pour vous, mais j'en ai un peu marre d'entendre dire que les Français devraient s'imposer, devraient se regarder le modèle américain, qu'il y a mis quelqu'un de couleur, un métis comme président de la République, en France on ne serait pas capable de ça. Je ferai remarquer qu'en France, on a eu dans les années 65 un président du Sénat qui s'appelait Gaston Monnerville, qui était, par ailleurs, si on veut jouer à ça, beaucoup plus noir qu'Obama, et qu'aurait été président de la République pendant un temps si, dans ces époques-là, mon général avait été rappelé à Dieu. Donc, on n'a quand même pas trop de leçons à recevoir, mais il y a quand même une chose. Est-ce que dans les années 65-70, il y avait énormément de députés originaires d'Italie, de Pologne, d'Espagne ou du Portugal? Non. Aujourd'hui, vous regardez les noms des députés français, il a fallu 2 générations, mais vous regardez, il y a énormément de députés d'origine italienne, énormément de députés d'origine polonaise et tout, parce que c'est un travail d'intégration. La solution qui nous est proposée, parce qu'il y a quand même une vraie question sur ce qu'on appelle la diversité. C'est-à-dire, ce qu'on appelle la diversité, vous constatez que des personnes arrivent dans des partis et se revendiquent immédiatement. Vous aviez un socialiste qui disait « Mettez-moi candidat parce que je suis noir et qu'il n'y a pas de candidat noir au Parti socialiste. Donc mettez-moi parce que je suis noir. » Et vous remarquez quand même que la plupart des personnes qui se réclament de la diversité aujourd'hui n'ont pas un discours républicain. Ils ont un discours totalement communautariste, complètement au service de leur communauté. C'est-à-dire qu'ils ne se présentent pas comme des élus du peuple français, ils se présentent comme ceux qui vont défendre les intérêts de leur communauté. C'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Moi, et très franchement, mis à part, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez une femme remarquable qui s'appelle Malika Sorel. Malika Sorel est une femme d'origine algérienne
qui aujourd'hui a fait le choix, elle a passé une quinzaine d'années de sa vie en Algérie, elle a étudié, elle a fait le choix de venir en France. C'est une femme qui a un discours plus républicain et plus français que la majorité des parlementaires que nous entendons. C'est une femme qui a fait le choix notamment de refuser la double nationalité à laquelle elle avait le droit. Elle a expliqué qu'elle avait fait le choix de vivre ensemble en France, qu'elle voulait ne s'appeler que s'appeler Malika Sorel, mais n'avoir que la nationalité française. Je pense que s'il y avait des élus, des candidats guillemets de la diversité, qui aient un discours authentiquement républicain, je suis convaincu que tout seul, leur intégration viendrait. Le problème, c'est que ce n'est pas ce qu'on constate. Moi, ce que je constate, c'est que j'entends des personnes, y compris, par exemple, des élus socialistes dans la région de Marseille, qui osent dire « je suis d'abord musulman avant d'être français ». J'ai pas envie que des gens comme ça soient nos élus. Et on entend énormément de ces élus, de ces candidats à l'élection, qui nous racontent que la France, nos valeurs, doivent s'adapter à une nouvelle population. Si c'est ça les élus de la diversité, moi j'en veux pas. Si c'est par contre des personnes qui vont avoir un discours très clair à la Malika Sorel, oui, mais c'est pas un droit, parce que ces personnes sont là depuis une génération, de dire il faut des quotas, il faut tout ça. Je veux dire, c'est en fonction du mérite. Moi, je suis pour la méritocratie. C'est en fonction de leur mérite et de leur qualité qu'ils pourront être des élus du peuple, pas grâce à leur origine. Et donc, parce que la réponse de tous les propos, je suis dit là-dessus, c'est la discrimination positive. Hein, c'est-à-dire, c'est exactement ce que fait le Parti socialiste. On réserve un certain nombre de circonscriptions à des personnes issues de l'immigration. Exactement comme la parité. Je pense que la parité obligatoire est une connerie. Je sais que je heurte certains féministes là-dessus, mais tant pis. Je pense que c'est une connerie qui prépare la discrimination positive, justement à cause des origines. Je pense que c'est la méritocratie, et seulement la méritocratie, qui doit être déterminante. Dernière chose, c'est que je remarque quand même que ceux qui s'étonnent de l'absence de personnes issues de l'immigration ou de la diversité au Parlement n'ont pas la même émotion sur la question sociale. Combien il y a d'ouvriers au Parlement? Combien il y a de salariés du privé au Parlement? C'est un véritable scandale, personne. La plupart des parlementaires sont soit des fonctionnaires, soit des personnes issues de professions libérales. Ça choque personne. La discrimination sociale qui existe ne choque personne. C'est intéressant à approfondir. Au lendemain de la mort de Mohamed Merah, vous avez quelqu'un qui a quand même un culot extraordinaire qui s'appelle Tariq Ramadan, qui a expliqué que Mohamed Merah était une victime de la France. Et que s'il avait sombré dans ce qu'il avait sombré, c'était parce que la France n'avait pas su créer les conditions pour accueillir lui et les siens et lui permettre de bénéficier d'une promotion. Autrement dit, le malheureux avait été discriminé. Le Monde a fait paraître en décembre 2011 un sondage explosif. C'est-à-dire que toute la bien-pensance vous raconte effectivement le discours de Tariq Ramadan. La France est coupable. Si on siffle l'hymne national français 3 fois dans un match de foot, c'est à cause de la France. Si les Français se font traiter de sales céfrans, de sales blancs et tout, c'est à cause de la France. Si on brûle le drapeau français au Capitole de Toulouse et qu'on le remplace par le drapeau algérien, c'est à cause de la France, c'est le discours de Minon. Et un journal comme le journal de la bien-pensance, Le Monde, s'est permis donc dans ce sondage de faire découvrir que 70% des Français sont convaincus que si les musulmans ne s'intègrent pas, ce n'est pas à cause du présumé racisme des Français, c'est à cause de la religion musulmane qui leur interdit de s'intégrer. Et le nommer Tariq Ramadan est quand même d'un culot phénoménal, puisqu'il y a des cassettes de lui où il raconte ouvertement devant des assemblées qui lui sont complètement conquises: je vous interdis de vous intégrer, je vous interdis de vous assimiler, je vous interdis de devenir des Français, je vous interdis de vous soumettre aux Blancs, vous devez rester d'abord des musulmans. Tariq Ramadan lui-même qui se permet de dire ça. Donc je crois que la réponse est claire, y compris la discrimination à l'embauche. C'est quand même une vraie question, parce que vous dites vous-même, bon, les Kabyles, les personnes, moi je suis vraiment convaincu que la France est un pays beau. Pour moi, la France n'est pas un pays raciste,
Les vrais racistes sont extrêmement minoritaires et il y a une tolérance extraordinaire dans ce pays. Mais mettez-vous à la place d'un employeur qui sait par exemple que un de ses copains a embauché une personne issue de l'immigration, type arabo-musulmane, et puis 3 mois plus tard, elle se retrouvait avec le voile et elle voulait imposer le voile sur son lieu de travail. Il fait une procédure disciplinaire, il perd le prud'homme. Mais peut-être que la fois d'après, il va peut-être s'interroger dans le genre, entre plusieurs personnes, je vais peut-être pas prendre le même risque. Est-ce que c'est un salaud raciste? Vous allez avoir une autre personne qui va embaucher un jeune garçon de culture arabo-musulmane, l'autre va commencer à lui dire au bout de quelques semaines que le vendredi, il faut adapter ses horaires, que quand c'est la période du ramadan, désolé, mais comme c'est très difficile pour lui, soit il faut qu'il ait des vacances, soit il va tomber en arrêt maladie, soit il ne va pas avoir la production d'un salarié normal, et on va lui faire une fois, est-ce que c'est un salaud raciste? Je trouve que c'est quand même des vraies questions qui sont posées, c'est-à-dire que jusque dans les années 60-70, il y avait même 80, il n'y avait absolument aucun problème. Il n'y avait aucun problème avec l'intégration, il n'y avait aucun problème dans les périodes de ramadan. Les personnes étaient là pour travailler, elles s'assimilaient parfaitement, il n'y avait aucun souci. C'est à partir des années 80, quand on commence en France à sortir un discours compassionnel, un discours de l'excuse, un discours de la repentance, un discours du droit à la différence, un discours communautariste, quand on commence dans les usines automobiles à construire des salles de prière, à adapter des horaires dans la période du ramadan et tout, c'est à partir de là que ça dégénère. C'est-à-dire que quand la France ne réaffirme plus ses valeurs, la France perd et Juste un commentaire, moi je pense que la nuance que vous avez amenée par rapport... Moi je crois que les cultures ne peuvent pas s'intégrer. Qu'on se pense pas bien. Tu vois, la société multiculturelle, ça n'existe pas. Pour moi, ça ne peut marcher. Une société ne peut marcher qu'à partir du moment où les nouveaux arrivants acceptent les règles de la société d'accueil, pas à partir du moment où la société d'accueil fait un pas vers les nouveaux arrivants et les nouveaux arrivants sont censés faire un pas vers la société d'accueil qui va faire elle-même un autre pas vers d'autres nouveaux arrivants et tout. Et là, c'est un espèce de melting pot où il n'y a plus de règles, où personne ne comprend rien. Mais moi, je pense que c'est important de faire cette différence entre la société multiculturelle, ça ne peut pas marcher. Mais par contre, moi, je le dis d'autant plus que j'ai parmi... Harry Postelaïque, mon copain Pascal Ilout ou Malika Sorel dont je vous parlais, comme énormément de Kabyles, comme énormément de personnes, ont besoin de la République, ont besoin de la France, ont besoin de nos valeurs, à partir du moment où ils sont nés en France, pour bénéficier pour la petite beurette, pouvoir sortir avec les copains qu'elle a envie, pas forcément être obligé d'épouser un de Cobled, pouvoir sortir avec le mec qu'elle a envie, pouvoir mettre sa petite mini-jupe si elle veut. Je pense que là, on a réellement... C'est une divergence fondamentale qu'on a avec les identitaires. Et on met les choses sur la table, on a débattu et tout. Bon, eux sont dans une logique, en gros... presque caricatural, Dieu a bien fait les choses, il a mis les Blancs au nord de la Méditerranée et il a mis ceux qui ne sont pas blancs au sud de la Méditerranée. Je caricature un petit peu parce que leur position est quand même plus nuancée. Mais il y a quand même un petit peu de ça. Quoi. Bon, moi je suis pas on n'est pas dans une vision, et je ne doute pas que c'est le cas de tout le monde, on n'est pas dans une vision presque racialiste d'une société où une société occidentale ne peut être défendue que par des personnes issues du monde occidental. Je crois que c'est vraiment important qu'on soit capable justement d'accueillir, d'aider les personnes nées musulmanes, parce qu'elles n'ont pas le choix, qui ont envie de s'émanciper de l'islam. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, de capital par rapport à bien nées musulmanes. Elles n'ont pas fait le choix d'être musulmanes. Nées musulmanes, mais qui n'ont pas envie de faire le ramadan quand tout le monde décide qu'il faut faire le ramadan, qui n'ont pas envie d'épouser un musulman, qui ont envie de vivre à l'occidental. Ça, je crois que c'est vraiment important. Par rapport à la question de monsieur, écoutez, vous avez un personnage, Youssouf Al-Qaradawi, qui a fait pas mal parler de lui ces derniers jours. J'aurais dû en parler dans mon exposé, c'est-à-dire en même temps que le nommé Mohamed Merah tuait de sang-froid 4 juifs dont 3 enfants,
le gouvernement français accordait un visa à Youssouf Al-Qaradawi pour le prochain congrès de l'UOIF qui aura lieu le 6 avril. Il est quand même important de savoir qui est Youssouf Al-Qaradawi. Youssouf Al-Qaradawi est celui qui est considéré comme le chef de la fatwa en Europe. C'est un cheikh qatari. C'est quelqu'un qui est l'éminence grise des frères musulmans. Et donc Tariq Ramadan est un des plus fidèles lieutenants. Youssouf Al-Qaradawi est très fier de ses paroles. C'est dans ce qu'on appelle le dialogue interreligieux au Vatican, je crois que ça a eu lieu en 2002, où dans une pause, il raconte à un cardinal, écoutez, on est venu 2 fois en Europe militairement, ça s'est pas bien terminé pour nous, il y a eu la Reconquista en Espagne, et puis il y a eu 732 à Poitiers, sans parler de Vienne et tout. Bon, il dit aujourd'hui on va s'y prendre autrement. On va gagner l'Europe sans faire la guerre. Et il explique très clairement, on va gagner l'Europe sans faire la guerre, grâce à vos principes démocratiques, nous vous envahirons, grâce à notre démographie et à nos principes coraniques, nous vous vaincrons. Ça, moi je trouve que de toute façon, les extrémistes ont toujours, les fascistes ont toujours un avantage, c'est qu'ils annoncent la couleur. Et que c'est nous qui ne voulons pas l'entendre. Mais ils annoncent ouvertement la couleur. Vous aviez, par exemple, c'était pas un personnage aussi éminent, vous avez eu en France, il y a à peu près entre 6 mois et 1 an. Vous avez une émission à la télévision, c'est fait par un ancien journaliste de Canal+, John-Paul Lepers. Il vient sur Roubaix. Roubaix, vous avez quand même, c'est une ville où il y a 49% de musulmans, c'est une des villes les plus islamisées de France. Donc John-Paul Lepers fait son petit reportage dans le genre, John-Paul Lepers c'est plutôt un bobo, c'est plutôt un mec, islam, religion de paix, musulman pacifique, on vous stigmatise, c'est pas bien, c'est pas juste, je suis avec vous, c'est plutôt ça comme journaliste. Et puis il discute avec le trésorier de la mosquée. Puis le trésorier de la mosquée, il commence à discuter en disant, moi la charia, la loi musulmane, je suis complètement d'accord pour que ça s'applique dans les pays musulmans. Mais en France, il n'y a pas une majorité de musulmans, c'est normal que ça ne s'applique pas. Le journaliste, il entend ça, et l'autre, il dit, oui, moi je considère couper la main d'un voleur, c'est normal, je considère que lapider une femme adultère, c'est normal, c'est la loi musulmane. Ça s'applique dans les pays musulmans, ça ne se discute pas. Le journaliste se dit, mais vous dites, en France, c'est pas normal, enfin, vous dites que vous êtes d'accord pour que ça ne s'applique pas en France, mais pourquoi vous êtes d'accord pour que ça ne s'applique pas en France? Il dit, parce qu'on n'est pas majoritaire. Le journaliste lui demande, mais si vous étiez à 50% en France, dans tout le pays, la charia doit s'appliquer. Ça sort, et on sent quand on lui dit, si vous êtes à 50%, on sent le mec, son visage change. C'est-à-dire que son regard, c'est extraordinaire, son regard séculaire, c'est je me fais une planante, vivement, quoi. Mais c'est vraiment ça. Et puis le mec, là, la charia, ça tombe partout.